Donc, ce webinaire, cette troisième journée, et donc ce sujet qu'on m'a donné, qui m'a permis vraiment de refaire un point très important sur la littérature, sur ces données sur l'infection des patients sous ECMO, avec beaucoup de données assez récentes, justement, qui mettent en valeur ce sujet qui était un peu, pas négligé, mais moins bien connu. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur cette présentation. On va essayer de brosser un petit peu tous les aspects de l'infection sous ECMO, de l'épidémiologie en passant par les facteurs de risque, et comment on fait le diagnostic d'infection, les recommandations émises par l'ELSO, et puis quelques aspects thérapeutiques et prophylactiques. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on a comme information sur l'épidémiologie de ces infections sous ECMO? Ce travail très important de 2011 sur la base de l'ELSO que tout le monde connaît, qui est le registre international qui rapporte l'ensemble des cas depuis maintenant une trentaine d'années. Et vous voyez que sur cette série de 1998 à 2008, sur plus de 20 000 ECMO, tout âge confondu, eh bien, l'infection était quelque chose d'assez fréquent. 11% des patients avec 15,4 pour 1000 jours d'ECMO, ce qui n'est pas négligeable. Vous voyez que sur les courbes de gauche sur l'incidence en fonction du temps, on note plusieurs choses. La première chose, c'est que les nouveau-nés semblent moins impactés par ce taux d'infection comparé aux adultes ou aux enfants. Et le deuxième élément qu'on note sur le graphique de droite, c'est qu'en fonction de la durée d'ECMO, eh bien, l'incidence de ces infections augmente, quel que soit l'âge, et on reviendra sur cette notion de relation à la durée d'ECMO. Alors, une autre étude un peu plus récente et qui comparait deux groupes, un groupe de nouveau-nés et un groupe d'enfants sur une cohorte moins importante, celle-là, en monocentrique. Retrouver des éléments comparables à ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire finalement des nouveau-nés qui semblent moins impactés que les enfants. À noter que dans cette série, on voit qu'il y a quand même beaucoup de patients de chirurgie cardiaque, et probablement sur les données qu'on observe, les patients de chirurgie cardiaque ne sont pas tout à fait les mêmes patients que ceux qu'on observe pour les ECMO médicales. Et parmi les infections très fréquentes, on observait les septicémies, loin devant dans cette série les infections du site opératoire ou les infections pulmonaires, et les bactéries étaient au premier plan. Vous voyez que les infections fongiques font la part belle. On reviendra sur cet élément aussi qui est assez important et qui est un des messages de cette présentation, que les infections fongiques ne sont pas des choses rares et qu'il faut y penser assez fréquemment. Dans cette série qu'on a déjà vue de Pizarro, eh bien, la description de l'incidence des agents infectieux, on retrouvait en première intention chez le nouveau-né beaucoup de staph coagnègue, avec une relation évidemment directe entre cette infection à staph et la survenue de septicémie à point de départ cathé ou canule chez ces nouveau-nés, alors que chez les enfants, on observe des germes beaucoup plus variés. Vous notez que le candidat apparaît en première intention devant les pios et les staph aureus. Donc une écologie beaucoup plus large et variée chez les enfants que chez le nouveau-né. Et donc un des messages, ce sera: il ne faut pas oublier les antibiotiques à large spectre du fait de la présence de thiocyaniques et les antifongiques, parce qu'on l'observe donc chez les enfants, les infections fongiques sont loin d'être négligeables. Une autre étude rétrospective à partir du registre de l'ELSO sur une période un petit peu plus ancienne, 87-2009, une incidence qui est relativement comparable à ce qu'on a vu sur les études plus larges, 10% d'infections si on confond nouveau-nés pédiatriques et adultes, avec une augmentation de l'incidence des bacilles non fermentants antipyocianiques et une augmentation de l'incidence au cours du temps des agents fongiques. Ça, c'est possiblement ou probablement induit par l'augmentation du nombre des traitements antibiotiques et peut-être des comorbidités chez les patients sous ECMO aujourd'hui. Les infections fongiques ne sont pas anecdotiques, ça c'était le premier message. Dans ces deux séries, on a dans la série de PCCM de 2012, les auteurs montrent une relation entre cette infection fongique et la mortalité. Et dans cette autre série sous-jacente de patients de chirurgie cardiaque, eh bien, l'infection fongique apparaît également en première ligne devant les bactéries. Alors, les septicémies sous ECMO, est-ce qu'on sait bien les diagnostiquer? C'était l'objet de cette étude rétrospective canadienne sur une petite cohorte en monocentrique, 84 enfants.
Ils ont comparé un protocole qu'ils avaient mis en place chez eux d'hémoculture systématique. Et ils ont comparé ces données. Vous voyez que les données de leur centre, c'est BCCH. Ils ont comparé ces données aux autres données publiées à partir d'ELSO. Et ils montrent que l'incidence dans leur série de septicémie est plus importante, probablement du fait d'un diagnostic plus fréquent de par les hémocultures systématiques, et une survie qui est comparable, qui n'était pas significativement diminuée, et qui ont poussé les auteurs à dire que cette stratégie d'hémoculture systématique était probablement judicieuse pour éviter le recours à des antibiothérapies probabilistes prophylactiques fréquentes. Donc les infections sanguines, les septicémies sont probablement sous-estimées. C'est une des conclusions de ce papier. Alors, l'expérience de Trousseau, Jérôme Rambaud a publié l'année dernière nos données rétrospectives sur 5 ans sur la population d'ECMO néonatale, avec 90 patients qui avaient une durée d'ECMO supérieure à 48 heures qui ont été inclus, et une survie 55% qui est plus faible que ce qu'on peut trouver dans les données habituelles de registre d'ECMO dans cette population-là. Une incidence qui est plus élevée aussi que dans d'autres séries, 30,3 infections pour 1000 jours d'ECMO. Et là aussi, l'infection, la septicémie, loin devant les autres types d'infections. On note, et on reverra cet élément, que la survenue de la première infection apparaît souvent après la première ou la deuxième semaine d'ECMO. Et donc, il faut rester vigilant quand les ECMO se prolongent. Vous voyez qu'on n'avait pas dans notre série de différences significatives entre les groupes infectés et non infectés en termes de mortalité, mais la série était d'un petit effectif. Par contre, il semblait avoir une augmentation de la durée d'ECMO et la durée d'hospitalisation chez les patients infectés. L'écologie était assez comparable à ce qu'on a montré dans les autres séries. Beaucoup de staph épidermidis, quelques infections urinaires à coli, et puis des pneumopathies acquises sous ventilation, vous voyez, en nombre plus réduit, avec les pio et les colis en première intention. Alors là, y a-t-il une relation entre la durée d'ECMO et la survenue d'infection? C'est un petit peu l'avis qui avait été montré dans plusieurs petites séries. Alors cette grosse série récente de McLaren qui a été publiée cette année, qui est une revue rétrospective de la littérature avec 59 études incluses, tout âge confondu, eh bien, ils ont montré qu'effectivement, l'incidence dans la série était comparable à ce qu'on avait, 10, un peu moins chez les nouveau-nés, plus chez les pédiatries, encore plus chez les adultes, et qu'il y avait effectivement une relation directe entre la durée d'ECMO et la survenue de la mortalité, quels que soient les groupes d'âge que l'on rencontrait. Vous voyez que c'était comparable également avec les séries monocentriques isolées qui étaient publiées précédemment. Donc une relation qui semble se confirmer. Dans cette série, c'était plutôt les septicémies qui étaient regardées sur 202 nouveau-nés, là aussi, sur une étude rétrospective bicentrique. On voyait que le facteur de risque au-delà de 10 jours semblait être un élément important. Vous voyez que le cut-off qui était relevé, c'était 390 heures, 16 jours, c'est-à-dire la deuxième semaine. Donc il y a vraiment un facteur de risque à partir de la deuxième semaine d'ECMO pour de survenue d'infections nosocomiales. Les globules blancs et les neutrophiles, et ça on le reverra, ne semblent pas des éléments qui étaient, en tout cas dans cette série, directement reliés à la survenue d'infections. Alors, infection et durée d'ECMO, mais infection et mortalité, oui ou non? Alors, dans la même série de McLaren, la réponse est oui. Ils ont repris tout, voilà, ça c'est le papier, un autre papier de Vogel qui regardait cet élément sur la série d'ELSO, 38 000 patients. Eh bien, il y avait une relation entre la mortalité et la survenue d'infection, quels que soient les groupes et les classes d'âge. C'était significatif. Donc c'est effectivement quelque chose de très important à prendre en compte, puisque ça a directement un impact sur le pronostic des patients. Alors les PAVM et la mortalité, alors il y a beaucoup moins de données et chez l'adulte et chez l'enfant. Là je vous présente les données d'une série adulte d'ECMO véno-artériel monocentrique sur 2 ans, avec une prévalence assez importante. C'était un dépistage. C'était des critères qui étaient appliqués, qui sont des critères assez classiques chez l'adulte.
Et vous voyez, quand ils ont comparé les patients PAVM+ versus PAVM-, eh bien, les patients PAVM+ avaient une survie qui était moins bonne que ceux qui ne faisaient pas de pneumopathie sous ventilation. Donc des données qui sont comparables à ce qu'on a hors ECMO chez les adultes. Alors, ce qui concerne les données chez l'enfant, là, il y a très très peu de données sur la PAVM sous ECMO. Cette série était turque, monocentrique, soit c'était des ECMO véno-artériels de post-chirurgie cardiaque qui incluaient surtout des nouveau-nés, mais essentiellement en fait des nourrissons. Et dans cette série, il y avait effectivement, les auteurs suspectaient une relation de la mort de cause à effet entre la PAVM et la mortalité. Mais la conclusion quand même de l'ensemble des données qu'on a dans la littérature pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas vraiment assez d'éléments pour conclure. Et ça fera l'objet d'une discussion à la fin aussi sur la prophylaxie. Comment peut-on prévenir les PAVM sous ECMO? Pour l'instant, c'est pas clair. Alors, les facteurs de risque dans la littérature chez les adultes, des données qui sont plus un peu solides, hein, sur la durée d'ECMO comme on l'a vu chez l'enfant, les facteurs d'immunodépression, les scores de gravité, la ventilation mécanique, ça c'est des choses qui sont ressorties. Est-ce qu'on a les mêmes choses chez l'enfant? Eh bien, dans l'étude rétrospective de Vogel, encore une fois sur la cohorte de l'ELSO, ils ont montré que quel que soit le groupe, hein, néonat ou pédiatrie, finalement il y avait une relation directe entre la survenue de complications sous ECMO et la survenue d'infections, donc des facteurs de risque qui sont relativement larges, qui sont des facteurs de risque per ECMO. Est-ce qu'il y a d'autres marqueurs, d'autres facteurs de risque de survenue d'infection sous ECMO? Alors, en 2012, l'ELSO a mis en place un groupe de réflexion, un groupe de travail sur cette thématique et a permis d'éditer des recommandations par la suite. Alors, ce qu'ils ont édité comme élément, c'est qu'on avait un peu de réaction inflammatoire sous ECMO, la température étant contrôlée par les réchauffeurs, c'est un élément qui est peu fiable. La forte réaction inflammatoire induite par le contact du sang avec le matériel d'ECMO induit des modifications des cytokines, et donc ce ne sont pas des éléments très, très favorables et très discriminants. La thrombopénie non plus n'était pas discriminante. Les globules blancs et la leucopénie, je vous montrerai des données là-dessus, ne le semblaient pas aussi. Peut-être un peu plus sur la variation des globules blancs, qui peuvent être plus prédictifs d'infection. Et en ce qui concerne les marqueurs inflammatoires type CRP, on a quand même des données assez contradictoires sur la qualité de ces marqueurs. Si on regarde les études un peu plus dans le détail sur les globules blancs, vous voyez que dans cette série monocentrique, 41 nourrissons et 20 enfants, on observe plusieurs choses. Déjà, donc, il y a la durée d'ECMO ici, avec la probabilité de survenue d'infection. On observe une nette augmentation de la probabilité d'infection aux alentours de 390 heures. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On est sur la 2e semaine. Il y a une augmentation nette de la survenue des infections à ce moment-là. Et si on regarde maintenant le taux de globules blancs, bien effectivement, si le taux de globules blancs est supérieur à 20 000 ou entre 22 et 24 000, on semble avoir une probabilité de survenue d'infection qui est augmentée, donc un marqueur qui serait assez intéressant et probablement davantage intéressant quand on regarde l'augmentation, la cinétique de variation des globules blancs sur une période de. Donc, la cinétique importante et évidemment la survenue de cette cinétique. Ce n'est pas pareil d'avoir 20 000 globules blancs à la phase toute initiale de la mise en ECMO et après 15 jours. Sur la procalcitonine, il y a pas mal de travaux récents qui s'intéressent à cet élément. Là aussi, des données qui sont assez contradictoires. Et dans cette série de 2013, sur une toute petite cohorte de patients de 20 ECMO de chirurgie cardiaque, on observe plusieurs choses. Chez les patients infectés, on n'observe pas d'augmentation ni de la CRP ni de la PCT, voire même on a une PCT qui, chez les patients infectés, va baisser. Donc, un élément plutôt qui va dans le sens inverse de ce qu'on attendrait. Par contre, la PCT semblerait plus discriminante pour les défaillances multiviscérales qui surviennent sous ECMO. Dans cette même étude, il y avait quand même une corrélation entre la PCT et les marqueurs pro-inflammatoires systémiques et une meilleure corrélation quand même entre la PCT et la CRP. Ça serait une question qu'on
Donc, les gens pourront répondre sur ce webinaire. Quelle est l'utilisation selon les centres de la PCT et de la CRP, respectivement? Quelles sont les pratiques? Donc, CRP-PCT, pas très fiable pour prédire l'infection. Par contre, la PCT, probablement plus fiable pour la défaillance multiviscérale. Ça, c'est une autre série, là aussi toute petite, 27 nouveau-nés, une cohorte américaine sur 6 ans. Ils ont regardé quelle était, donc, pardon, je reviens, c'est essentiel, donc des patients qui étaient à la fois des patients de chirurgie cardiaque, mais aussi des patients respiratoires, des infections qui ressemblent à ce qu'on a vu dans les autres séries, beaucoup de septicémie et d'infections pulmonaires. Lorsqu'ils regardaient le marqueur de la PCT en fonction du cut-off, on s'aperçoit qu'une PCT supérieure à 0,5 était assez intéressante avec une sensibilité élevée et une valeur prédictive négative là aussi élevée. Donc, possiblement un marqueur intéressant si on en juge ce cut-off. Et dans cet autre travail, ils ont regardé si les 3 premiers jours, la CRP et la PCT étaient corrélées à la défaillance d'organes. Et effectivement, on s'aperçoit que chez les patients qui n'ont pas de défaillance multiviscérale, la PCT reste basse, alors que ceux qui présentent une défaillance multiviscérale ont tendance à avoir une PCT qui s'effondre, ce qui expliquerait les résultats des travaux tout à l'heure, où finalement on ne voit pas de différence chez les patients infectés parce que probablement il y a une baisse de la production chez les patients qui ont une défaillance multiviscérale. En tout cas, une PCT qui là aussi semble plus un meilleur marqueur que la CRP. Donc voilà, des données contradictoires, mais qui iraient peut-être dans le sens que la PCT, en tout cas, serait un meilleur marqueur pour le diagnostic de défaillance multiviscérale et possiblement aussi un meilleur marqueur pour le diagnostic d'infection sous ECMO. Alors pourquoi le diagnostic est difficile? On en a déjà un peu parlé. Il est difficile parce que sous ECMO, on a une température qui est contrôlée. Donc cet élément clinique qui est pertinent d'habitude ne peut pas être utilisé. Et parce qu'on a vu qu'il y a une influence du circuit d'ECMO avec tous ces marqueurs qui sont aussi des marqueurs inflammatoires et qu'on utilise habituellement dans les recherches d'infection. Donc c'est pour ça qu'on est assez embêté. Alors que disent les recommandations de l'ELSO sur le diagnostic des infections sous ECMO? Alors, en ce qui concerne la radiographie de thorax, la radiographie de thorax est un mauvais outil de diagnostic de la pneumonie. C'est sûrement déjà vrai sans ECMO, ça l'est aussi sous ECMO. Faire des échantillons de culture avant et pour guider l'antibiothérapie semble utile, ça a du sens. Comment on peut suspecter une infection sous ECMO? On va suspecter l'infection sur des données cliniques et sur les variations des données cliniques. Donc en fait, c'est la cinétique d'évolution des patients, c'est la cinétique d'évolution des marqueurs qui semble quelque chose qui soit le plus robuste probablement à ce jour. Il faut faire des cultures, il faut faire des prélèvements. On en a parlé pour essayer de préciser le site infecté et par la suite le traitement. Et par contre, les cultures de routine, même si certains centres, comme on a vu quelques résultats, l'ont expérimenté, ne sont pas recommandés par l'ELSO. Les traitements, pour terminer, est-ce qu'il y a des recommandations? Pas de traitement, pas de recommandations spécifiques. C'est plutôt du cas par cas en fonction du type de patient. Est-ce qu'ils sont en post-opératoire? Est-ce que c'est des patients immunodéprimés? Et donc, il va falloir appliquer des recommandations standards de ces patients chez les patients sous ECMO. Reconnaître les infections, c'est aussi, comme on l'a vu, penser aux infections apio et avoir un spectre élargi d'antibiotiques et penser aussi assez facilement aux infections fongiques. D'ailleurs, vous voyez qu'il recommande le traitement fongique de manière assez précoce ou assez facile dès que les patients ont des risques ou des facteurs de risque de faire des infections fongiques. Donc, encore une fois, des messages importants, c'est penser aux infections fongiques. Et la recherche des sources d'ECMO, possibilité de changer le circuit d'ECMO, c'est un peu difficile à intégrer. Je ne sais pas s'il y a des pratiques de changer le circuit d'ECMO dès qu'on a des marqueurs d'infection. En tout cas, ce n'est pas notre pratique. Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour essayer de prévenir ces infections? Eh bien, sur le plan général, on aurait envie de dire que finalement, la meilleure prévention des infections sous ECMO, c'est de ne plus avoir d'ECMO. Et c'est peut-être un des messages aussi. Ce n'est pas facile, mais ça revient au topo qu'avait fait Pierre Bourgoin
avant-hier sur le sevrage. Je crois que c'est indispensable d'avoir des protocoles de sevrage et de faire des épreuves de sevrage régulièrement. La doctrine qu'on a dans le service et qu'on donne aux jeunes, c'est je viens de mettre une ECMO, bon, maintenant il faut réfléchir quand est-ce qu'on l'enlève. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit et chaque jour doit être une évaluation de la sevrabilité des patients. Antibioprophylaxie, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qui restent à explorer dans cette catégorie. Pour qui, quand, est-ce qu'il faut une antibioprophylaxie per décanulation? Nous, on a de manière non exceptionnelle, au cours des décanulations, lorsqu'on purge un peu les canules ou quand on a clampé, des phénomènes probablement septiques d'embol qui font que les CRP se décalent et les patients parfois se dégradent. Donc, est-ce qu'il faut mettre une antibioprophylaxie per décanulation? Les adultes, par exemple, de l'équipe de la Pitié ne le font pas, mais c'est peut-être pas du tout quelque chose qui est systématique. Les PAVM, est-ce qu'il faut recommander des mesures standards, proclive, aspiration? Ben, on n'a pas assez de données dans la littérature chez les patients sous ECMO pour le recommander de manière forte. Et probablement là aussi, est-ce que l'avenir de la prévention des PAVM, c'est le sevrage de la ventilation mécanique? Est-ce qu'il faut aller vers une extubation des patients sous ECMO? Probablement plus facile chez les patients cardio que chez les patients respiratoires, mais il y a déjà des centres qui font ce type de prise en charge, extubation VNI. Donc, il y a probablement dans le cadre des programmes de réhabilitation des choses à évoquer. Voilà, je vais passer assez vite sur les dernières diapos parce que le temps presse. Juste pour vous dire qu'il y a des études qui ont regardé la prophylaxie antibiotique ou la prophylaxie en termes de décontamination. C'était une étude d'enquête sur 152 centres américains. Alors, 50% des centres ne faisaient pas d'antibioprophylaxie systématique et quand ils le faisaient, c'était très variable en termes de recommandations, enfin, d'utilisation d'antibiotiques. Donc, pas de consensus ni dans cette étude, ni dans la littérature et dans les recommandations de l'ELSO. Et dans la même série, recommandations sur la prévention des infections, vous voyez que la plupart des centres ne recommandaient pas de choses systématiques en termes de pansement. Et là non plus en termes de désinfection, des choses qui étaient assez variables, même si la chlorhexidine semblait fréquemment utilisée. Donc, prophylaxie antibiotique, je ne sais pas si on en a déjà parlé, pas de recommandation vraiment très très solide pour recommander ça de manière systématique. Donc, et enfin, pour terminer, parce que je trouvais que cette étude était intéressante, c'est pas une étude adulte, c'est pas une étude pédiatrique, c'est une étude adulte, c'est l'équipe de la Pitié pour changer. Voilà, Intensive Care Médecine en 2018, c'est une étude ils ont comparé par des scores de propension des cannulations chirurgicales et des cannulations percutanées. Il y a encore quelques années, ils recommandaient la cannulation chirurgicale pour tous leurs patients. Et cette étude a mis un frein considérable à cette procédure. Vous voyez qu'il y a une augmentation significative du nombre d'infections chez les patients qui étaient cannulés de manière chirurgicale. Et également, et voilà, c'était la slide d'après sur en analyse multivariée ou univariée. L'approche percutanée semblait être en faveur de moins d'infections chez les patients. Donc maintenant, chez l'adulte, il y a une recommandation d'utiliser la technique percutanée. Chez l'enfant, c'est quand même beaucoup plus difficile en fonction de ce qu'on disait là des âges. Et donc, pour conclure, beaucoup de messages, mais finalement, ils se recoupent. La première chose, c'est que les infections sous ECMO ne sont pas si rares que ça. Il faut les dépister, d'autant plus qu'on commence à avoir des ECMO longues qui durent depuis plus d'une semaine ou de 15 jours. Il faut penser aux PIO, il faut penser aux candidats. On n'a pas beaucoup de marqueurs très fiables pour diagnostiquer l'infection, donc il faut répéter les marqueurs biologiques, répéter l'évaluation clinique pour se faire une idée la plus précise possible. L'antibioprophylaxie ne semble pas recommandée en première intention. Voilà. Et puis, mon dernier message va faire le lien avec le topo de Mediwala. Il faut doser les antibiotiques chez ces patients qui sont aussi très à risque d'être sous-dosés et d'augmenter leur risque de mortalité. Voilà, je vous remercie. J'ai dépassé un peu. Merci beaucoup Pierre-Louis pour cette présentation extrêmement complète et très claire.
Écoute, pour ma part, j'aurais peut-être une première remarque à faire. On voit bien, et tu l'as bien dit à la fin, qu'il y a un lien entre canule et infection. Est-ce que sur les premiers papiers notamment, il y a une analyse sur les différents protocoles de pansement faits sur les canules et les taux d'incidence des infections? Alors, sur les pansements, j'en ai pas parlé. J'ai pas vu de choses en dehors de la dernière publication que je vous ai présentée là, sur l'enquête américaine. J'ai pas vu d'études plus récentes et plus solides sur des stratégies de ce type. Je sais qu'à la Pitié, par contre, ils sont en train de faire une étude prospective sur l'utilisation de pansements, qui seraient des pansements avec un antiseptique euh, dedans. Donc, il y a des réflexions là-dessus. Peut-être que les données viendront de l'adulte. D'accord. Un autre point, tu montres bien que les marqueurs biologiques, PCT, CRP, bon, en tout cas, il faut en décider d'une stratégie pour pouvoir instaurer ça de manière protocolaire au cours du temps. Mais quid de prélèvements réguliers afin de connaître l'écologie bactérienne et fongique, que ce soit sur le site des canules ou sur le pan cutané ou encore un portage digestif ou buccal? Euh, Nous, dans notre pratique à Trousseau, je pense qu'on n'est pas les seuls. On fait un dépistage systématique du portage de BMR dans les selles. On fait plus de dépistage systématique dans la trachée, donc patients sous ECMO compris en dehors des BMR dans les selles, on fait rien d'autre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu des choses là-dessus. Moi, j'ai pas vu de papier sur ça en particulier, mais encore une fois, je pense que l'Assemblée peut aussi répondre si certains ont des expériences ou des connaissances un peu différentes. Mirella, qu'est-ce que tu Oui, en penses? alors, oui, et moi j'avais une question par rapport au site de cannulation. Donc, on a cette étude adulte qui montre que lorsque la cannulation est percutanée, il y a moins d'infection que lorsqu'elle est chirurgicale. Maintenant, chez les nouveau-nés, notamment après un post-opératoire, on peut avoir une cannulation centrale ou alors une cannulation jugulo-carotidienne. Est-ce qu'on a des données là-dessus, à savoir s'il y a un site qui est plus S'il y a plus de risques, susceptible plus d'infection que l'autre? d'infections sur les cannulations centrales Oui. que périphériques, je n'ai pas regardé spécifiquement les données de chirurgie cardiaque. C'est vrai que les papiers que je cite, c'est surtout des données de patients d'ECMO médical, quelques données de chirurgie cardiaque, mais je ne m'avancerai pas là-dessus, parce que je n'ai pas D'accord. l'info. Sinon, on a une question dans l'audience sur l'adaptation des doses d'antibiotiques. J'imagine que ça fait référence à l'augmentation du volume de distribution. Je n'ai pas compris la question. L'adaptation des doses antibiotiques en ECMO. Donc, j'imagine que la personne fait référence à l'augmentation du volume de distribution. Alors là, je vais laisser la part belle à Mehdi pour nous parler de ça après. Nous, en tout cas, effectivement, depuis quelques temps, enfin, en rapport avec les travaux que Mehdi fait sur la pharmacocinétique, on a effectivement beaucoup plus de facilité de doser les antibiotiques. On a majoritairement tendance à passer les pénicillines en continu dès qu'on peut pour améliorer l'efficacité. Et puis, oui, faire des dosages parce que finalement, on s'aperçoit qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait avec une ECMO, on ne sait pas trop ce qu'on fait si en plus il y a une hémofiltration. Donc, Une autre question qui porte plus sur la notion de bactériémie, si elle persiste. Est-ce que vous avez tendance à incriminer le circuit et à le changer? oui, alors effectivement, il y a des vous avez vu, dans les recommandations d'ENSO, ils pensent, enfin, ils citent ça. Nous, dans notre pratique, on change rarement les circuits sur cet élément-là. Déjà, chez ces patients qui ont beaucoup de prothèses, c'est toujours difficile de savoir si c'est les canules d'assistance qui sont contaminées, si c'est les cathéters, si c'est les deux. Mais dans notre pratique à nous, je pense que, enfin, les autres centres, je ne sais pas, mais on n'a pas tendance à changer sur une infection qui ne serait pas contrôlée. D'accord, merci. Et quant à l'hémoculture, vous la pratiquez tous les jours aussi ou pas? Non, on ne fait pas d'hémoculture systématique. Elles sont dirigées en fonction
en fonction de la clinique. Effectivement, la clinique chez ces patients-là, elle est quand même délicate, hein. C'est-à-dire que les patients, ils sont très sédatés. L'évaluation d'augmentation des besoins respiratoires chez un patient qui est en ventilation apnéique pour un SDRA, c'est quand même difficile à évaluer quand ils sont sous ECMO à plein régime. Donc, on se fie quand même beaucoup aux marqueurs inflammatoires et on utilise quasiment exclusivement la CRP. Je pense que là, il y a une question, en tout cas, que moi, j'aimerais poser à l'assistance. Est-ce qu'il y a beaucoup de centres qui utilisent déjà la PCT et qui ne font que de la PCT sur le screening inflammatoire? Nous, en termes d'utilisation systématique de la PCT, non. Juste pour faire écho à un marqueur biologique et au regard de ce que tu nous as bien montré de l'importance des infections fongiques, est-ce que tu as vu passer des papiers sur la place des bêta-glycanes ou de marqueurs plus spécifiques comme ça d'infections fongiques? Non, non. Non, vous avez montré ce papier canadien où l'antibioprophylaxie n'était pas systématique, mais l'hémoculture quotidienne était systématique. Et vous avez aussi souligné le fait qu'il n'y a pas de consensus quant à l'usage de l'antibioprophylaxie. Maintenant, même si la mortalité in fine ou les complications sont idem dans les groupes avec ou sans antibioprophylaxie, est-ce que la prévalence de la septicémie et de l'infection en général, est-ce qu'elle est plus importante dans les groupes non traités, juste surveillés, ou est-ce que c'est le même taux d'infection? Je ne sais pas bien répondre à cette question, mais en tout cas, dans les auteurs avançaient sur les données qu'ils ont comparées par rapport à l'ELSO. Hein. Ils avançaient que cette stratégie-là, elle semblait pertinente. Ils ne pouvaient pas montrer de différence sur la mortalité. Les recommandations de l'ELSO n'allaient pas dans ce sens-là, mais encore une fois, je pense qu'il n'y avait pas assez de données et les auteurs le précisaient aussi à la fin de l'article. Il n'y a plus d'autres questions. Oui, on va pouvoir passer peut-être à la présentation suivante, si vous voulez, moins qu'il y ait d'autres questions. Écoute, a priori, il n'y en a pas sur le flow. J'avais oublié de couper mon micro. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette première présentation. Et puis maintenant, on va avoir le plaisir d'écouter Jean-Michel Lié, qui est responsable de la… Allô? Oui. Oui. Bonjour Michel, qui est responsable de la réanimation pédiatrique à Nantes et qui a une expérience mixte d'ECMO chirurgical et d'ECMO médical et qui va nous parler plus spécifiquement de la place de ces membranes absorbies sur les ECMO. Et donc, on t'écoute avec beaucoup d'attention. Merci à toi. Merci. Merci aux organisateurs pour m'avoir demandé de présenter ces nouvelles membranes. Donc, le cadre de ma présentation, ça va être l'inflammation. J'ai eu la chance que Carcillo a fait une belle synthèse il n'y a pas longtemps, en 2017, sur la physiopathologie du syndrome de défaillance multiviscérale chez l'enfant. Donc, la clé de cette inflammation, c'est l'activation macrophagique et le relargage de cytokines, avec les complications qu'on connaît bien sur la fonction endothéliale, avec la cholestase, l'insuffisance rénale tubulaire, les RDS, les complications endothéliales, avec les thromboses, les fuites capillaires, les dysfonctions mitochondriales avec les problèmes énergétiques et toute l'altération de la fonction immunitaire. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, en abscisse, on a l'échelle de temps, avec sur la partie haute, en haut de l'abscisse, on a tous les paramètres pro-inflammatoires, notamment l'IL6, l'IL8. Sur la partie basse, on a tous les paramètres anti-inflammatoires, comme par exemple l'IL10. En noir, on a l'évolution de l'enfant soumis à une agression qui
présente une inflammation contrôlée, avec des cytokines qui augmentent d'une façon contrôlée et qui progressivement restent dans l'ordre, avec des cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Et en gris clair, on a des enfants qui, au contraire, ont un parcours beaucoup plus compliqué. Sinon, il y a un équilibre titulaire. Donc, les enfants qui ont un parcours compliqué, souvent avec des protéines inflammatoires, avec des protéines inflammatoires ou anti-inflammatoires en excès, et avec un excès qui se prolonge dans le temps, comme on le voit sur ce graphique. Quelles sont les démarches thérapeutiques qu'on peut envisager en regard de ça? Eh bien, on peut imaginer déjà, comme l'avait écrit Ronco, un écrêtement des pics sériques de cytokines qui permettrait une atténuation de la cascade inflammatoire, permettant ainsi de limiter les atteintes d'organes et donc la sévérité de la défaillance multiviscérale. Une autre théorie serait que l'épuration des cytokines au niveau plasmatique permettrait en même temps une épuration au niveau tissulaire, simplement par gradient de concentration, et ainsi une réduction de concentration tissulaire à un niveau qui cette fois-ci ne serait plus pathogène. Et enfin, une théorie qui prédomine, on pense que les techniques de purification sanguine agiraient directement au niveau des leucocytes par une restauration de la fonction immunitaire des monocytes, neutrophils et de tous les lymphocytes qui se trouvent immunoparalysés par l'orage cytokinique. Alors, quelles sont les différentes techniques extracorporelles disponibles? Alors, l'hémofiltration au débit est essayée dans un premier temps, avec des débits de l'ordre de 70 mK/h, de façon à essayer d'augmenter la clairance des cytokines, notamment par phénomène convectif. Mais l'étude Ivoire a un peu remis en cause l'efficacité de cette hémofiltration. La plasmaphérèse, alors cette fois-ci on échange tout le plasma, donc forcément on va écréter largement les cytokines. C'est plus facile chez l'enfant, ça peut être combiné à l'ECMO. Il existe quelques cas rapportés dans la littérature, mais du coup je serai hors sujet. Et enfin, donc, l'hémoadsorption, qui va permettre la liaison entre les cytokines ou les endotoxines, voire les deux, à un matériel adsorbant grâce à différentes propriétés physico-chimiques. Cette hémoadsorption va permettre l'épuration spécifique de certaines molécules, même des molécules de très haut poids moléculaire pouvant dépasser les 100 kD, alors que par convection, on est limité à des molécules inférieures à la taille de l'albumine, qui est de l'ordre de 60 kD. Alors, quelles sont les nouvelles membranes que j'ai pu retrouver? Alors, ce sont plutôt des membranes adsorptives, puisqu'elles absorbent à leur surface les cytokines. Eh bien, on a 5 grandes membranes. On a la thoramycine, le cytosorbe, l'Oxiris, les membranes Fracinus et l'hémophile, qui est une autre membrane japonaise. Je vais commencer par 2 études in vitro qui permettent un peu de situer ces différentes membranes. Alors, ARM a comparé cytosorbe, les membranes Fracinus et la membrane japonaise. Il a étudié notamment leur pouvoir de purification en termes de cytokines sur une séance de 8 heures. Eh bien, ces 4 membranes sont capables d'épurer de l'interleukine 1, interleukine 6, interleukine 8 et du TNF, avec pour le moment une efficacité un peu supérieure pour le cytosorbe qui est sur les petits ronds noirs. Une autre étude in vitro, une étude française, a comparé Oxiris, thoramycine et cytosorbe sur des séances de 2 heures.
En abscisse, vous avez 27 protéines de l'inflammation. En les bandes claires, c'est l'oxyris. La colonne du milieu, c'est la torémyxine. Et les colonnes grises foncées, c'est le cytosorbe. Alors, de façon un peu schématique, la membrane torémyxine n'épure pas du tout les cytoxines. Et par contre, oxyris et cytosorbe le font bien. Qu'en est-il par contre des endotoxines, c'est-à-dire des lipopolysaccharides, surtout les bacilligrammes moins? Eh bien, en termes de clairance, la membrane torémyxine est très efficace. La membrane oxyris l'est aussi. Par contre, cette fois-ci, le cytosorbe n'épure pas les endotoxines. Revoyons maintenant les propriétés de ces différentes membranes. En premier, la torémyxine. Donc, on vient de le voir que c'est une membrane qui ne va qu'épurer que les endotoxines. Donc, si on l'utilise, il faut l'utiliser très précocement. Et ça peut indiquer dans des chocs septiques à bacilligrammes moins. Quelques résultats. Alors, il existe différentes tailles de membranes avec des volumes sanguins allant de 135 à 8 millilitres. Les résultats, il y a une revue qui avait été faite récemment par des Japonais. Les résultats, je ne les trouve pas extrêmement concluants. Il y a une étude où on a une réduction de mortalité, c'est l'étude de FAS, avec une réduction de mortalité de 32-53%, mais qui n'est pas retrouvée dans les autres études. Toujours est-il que pour utiliser cette membrane, il faut être face à un choc septique gramme moins et en plus l'utiliser de façon extrêmement précoce, puisque ça n'aura pas d'impact sur les cytokines. Une autre membrane, l'oxyris, qui est utilisable sur un prismaflex, une seule taille, avec un volume de 7 de 193 ml, donc assez conséquent. La structure, c'est une fibre creuse AN69 qu'on connaît bien, auquel est ajoutée une couche de polyéthylénamine et une couche de surface héparinée. C'est une membrane qui va à la fois combiner l'épuration des endotoxines et cytokines, comme on l'a vu tout à l'heure, mais qui garde des propriétés d'épuration rénale par filtration et qui en plus a des propriétés antithrombotiques du fait de la surface héparinée. Donc si je pars du sang, le sang rencontre en premier temps une couche héparinée, qui est fixée avec de l'héparine, qui permet de réduire le caractère thrombogène des surfaces basogènes. Une deuxième couche, le PEI, qui est chargée positivement et qui va fixer l'endotoxine. Et en fait, et en dernier, la couche AN69, qui fixe des cytokines et qui permet aussi la filtration de cytokines. Une autre membrane, ce sont les membranes Fresenius avec des volumes variables de 130 à 18 millilitres. C'est des membranes qui permettent de faire de la dialyse. Ils ont calibré les pores de la membrane de façon à être très proche d'une membrane glomérulaire, donc d'un rein normal. Donc ça ne dialyse pas l'albumine, mais ça permet de récupérer des molécules de polymélaire moyen à s'élever dans les 50 kg d'altol. Une autre membrane, le cytosorbe, qui fonctionne différemment. Cette fois-ci, on a un ensemble de petites billes qui va absorber sur sa surface des cytokines, exclusivement des cytokines, avec une seule taille, pour l'instant en tout cas, avec un volume extracorporel de 150 millilitres. Voyons maintenant la littérature. Je vais privilégier bien sûr les études de randomisées contrôlées. Il n'y aura pas beaucoup en pédiatrie. Une première étude concernant l'oxyris. 16 adultes qui avaient besoin d'un traitement, une épuration extra-rénale, dans le cadre d'un choc septique, chez lesquels on avait des endotoxines qui étaient mesurables. Une étude prospective randomisée en double aveugle avec un dessin en crossover.
Il y avait 16 patients inclus. Première heure, ils recevaient soit Osiris, soit un filtre standard. Et les comparaisons qui suivent concernent c'est 24 heures, c'est des plages de 24 heures. Donc les résultats que je vais vous montrer concernent les 24 premières heures. Donc les patients, alors ça c'est en abscisse, on a l'échelle de temps. En ordonnée, on a les taux d'endotoxine. En rouge, c'est les patients qui ont eu une hémofiltration. Donc on voit que l'hémofiltration n'a pas d'effet sur les taux d'endotoxine, puisqu'ils augmentent encore durant les premières 24 heures. Par contre, ceux qui sont épurés avec l'Oxiris voient leur taux d'endotoxine progressivement diminuer au cours des 24 premières heures. Donc, voilà un premier effet sur l'endotoxine. Qu'en est-il des cytokines? Donc TNF, IL6, IL8 et interféron gamma. En rouge, les patients épurés par des sets d'hémofiltration classiques, eh bien, il y a une légère décroissance, mais ça ne va pas bien loin. Alors que les patients en bleu qui ont l'Oxiris ont des décroissances dans les cytokines qui sont significatives. On remarque que les patients qui ont été reçus l'Oxiris en premier étaient plus graves que les patients qui avaient eu le filtre classique. Sur le plan clinique, est-ce que ça a des répercussions? Eh bien, il semble que le lactate baisse davantage dans le groupe Oxiris, donc le groupe bleu à droite. Et pareil, dans le graphique du bas, on a le recours à la norépinéphrine. Donc les besoins en noradrénaline diminuent plus vite dans le groupe traité par Osiris. Donc voilà au moins un premier résultat. Pour conclure cette étude, donc l'Oxiris permet une épuration efficace de l'endotoxine, mais aussi du TNF-alpha, de l'IL6, de l'IL8, l'interféron gamma, chez les adultes en choc septique avec insuffisance rénale, et ça pourrait être associé a priori avec des effets hémodynamiques bénéfiques. Une autre étude randomisée contrôlée, cette fois-ci avec le cytosorb, qui s'intéresse à l'épuration des cytokines dans le cadre de la chirurgie cardiaque. C'est une étude pilote randomisée contrôlée. 30 patients qui ont une chirurgie cardiaque élective, randomisés soit vers un traitement standard, soit avec un traitement par cytosorb. Et on va s'intéresser aussi à l'épuration des cytokines, IL1, IL2, IL4, etc., à l'induction à la fin de la CEC, 6 et 24 heures après la fin de la CEC. Bon, les résultats, comme vous voyez sur ces différents graphes, ne sont pas très concluants, quelles que soient les cytokines explorées, puisqu'on ne voit pas vraiment de différence significative. Donc le cytosorb durant une CEC, dans cette étude au moins, n'est pas associé à une diminution des cytokines, qu'elles soient pro ou anti-inflammatoires, et par ailleurs, il n'y a pas eu d'amélioration clinique de relevé. Une autre étude randomisée contrôlée, à nouveau avec le cytosorb, à nouveau en chirurgie cardiaque, à nouveau adulte, 46 adultes, chirurgie cardiaque, des CEC longues, en gros de l'ordre de 3 heures. Eh bien, là non plus, on n'a pas un effet on n'a pas d'effet marqué en termes de dosage des cytokines. Encore une notre étude, Gleason cette fois-ci, qui s'est intéressée à des patients adultes, chirurgie cardiaque, des CEC très longues, puisqu'on va, ça va en gros de 2 heures à plus de 6 heures de CEC. Alors lui, s'est intéressé surtout à réduction des taux d'hémoglobine libre, donc résultant de l'hémolyse, résultant de la CEC prolongée. Et on sait que l'hémoglobine libre est un déclencheur, un facteur activant fortement l'inflammation. Eh bien, à partir de 2 heures de CEC, en rouge, les patients ayant du cytosorb, étant sous cytosorb, ont une réduction franche une réduction. Le taux d'hémoglobine libre, en tout cas, est contenu, contrairement aux groupes qui ne bénéficient pas du cytosorb.
Pour y arriver, si vous regardez le schéma, ils ont utilisé deux sets de filtres de cytosorbes en parallèle pour obtenir le résultat. Donc, le traitement de cytosorbes entraîne dans cette étude une diminution significative de l'hémoglobine libre, ainsi qu'une réduction du complément C3, C5 activé. Alors, en pédiatrie, c'est plus pauvre. On a un certain nombre de cas rapportés à travers le monde. On a néanmoins alors il n'y a rien de randomisé contrôlé, on a une étude italienne qui rapporte une série de 10 cas et que je vais détailler. Au passage, c'est des enfants parfois qui font que 5 kilos. Si on considère un ST60 qui fait déjà 93 millilitres, quand on rajoute un cytosorbe qui fait 150 millilitres, on se trouve avec un volume extracorporel quand même qui est assez conséquent. Alors l'étude de la série italienne, 10 enfants, donc d'un poids de 3 à 50 kg, de la chirurgie cardiaque, beaucoup de sepsis, des enfants quand même qui présentent un certain nombre de défaillances d'organes, jusqu'à 5, qui vont bénéficier d'un traitement par cytosorbe, en gros 24 à 48 heures après le début du diagnostic de sepsis. Les résultats, sur les 10, il y a 50% de survie. À noter qu'il y en a un certain nombre qui étaient sous ECMO, le 1, le 4, le 5 et le 9. Et dans ceux-là, il y en a un qui a survécu. Notez quand même que c'était un patient, en fait, il n'était pas sous ECMO, mais c'était une CEC prolongée de 6 heures. En tout cas, ça montre en tout cas que c'est imaginable et faisable chez l'enfant. Pour conclure, c'est une technique qui semble assez prometteur, qui nécessite quand même d'autres études. C'est réalisable chez l'enfant, y compris sous ECMO. Il ne semblerait pas que ça induise des hémolyses supplémentaires, mais c'est à vérifier avec les différents filtres. Des transfusions supplémentaires, probablement, surtout quand on voit le volume extracorporel nécessaire. Et enfin, il faudra sûrement ajuster les doses d'antibiotiques puisque tous ces filtres fixent tous des antibiotiques, donc les épures également. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette présentation et cette mise au point sur une technique qui est extrêmement élégante sur le papier, dont on voit bien que elle reste complexe à mettre en place en termes de timing, notamment. Est-ce qu'il y a des membranes qui tendraient maintenant à être plus précises quant à l'épuration du profil cytokinique qu'on recherche à enlever? Parce qu'on voit bien que, tu l'as bien dit sur tes diapos initiales, en fonction de certaines cytokines, peut-être qu'il est intéressant de les garder, alors qu'à d'autres moments, certaines cytokines seraient plus intéressantes à épurer. Est-ce qu'il y a des papiers qui tendraient à utiliser ces membranes pour épurer certaines cytokines à certains moments? Alors oui, ça existe, mais du coup, en néphrologie, c'est plus en néphrologie, ils utilisent ça dans les greffes de reins ou par des colonnes d'absorption. Effectivement, ils fixent précisément certaines cytokines, mais pour l'instant, c'est pas, en ma connaissance, pas applicable chez le patient de réanimation et encore moins chez l'enfant qui est sous ECMO. Oui, tout à fait. Mirella? Merci. C'est très intéressant et très prometteur. Maintenant, moi j'ai une question surtout par rapport aux petits enfants. Vu que ces filtres ont un volume, je ne connais d'ailleurs pas le plus petit filtre qui soit sur le marché de ce type. Quelle est également sa durée de vie, en sachant qu'il est saturable forcément et donc il va falloir le changer. Et que du coup, ça entraînerait une fréquence de transfusion probablement plus importante chez les enfants qui ont ce type de filtre par rapport à ceux qui n'ont pas. Est-ce que dans la balance, finalement, le fait de transfuser plus et donc du coup d'induire une inflammation supplémentaire, est-ce qu'on en trouve un bénéfice à la fin? Est-ce qu'on a des données là-dessus?
Non, chez l'enfant, non. Il y a juste des cas rapportés, il n'y a pas d'études randomisées précisant les choses. Il n'y a pas de contrôle, donc je peux absolument pas répondre. Mais c'est vrai quand on voit le volume extracorporel nécessaire, oui, il y a de quoi se poser des questions. Alors, il y a le volume le plus petit filtre. Alors, le cytosorbe, c'est 150, l'Oxiris, c'est 193. Après, les tout petits, il y en a un de 8 millilitres, mais celui-là, il est pur que l'endotoxine, le torimyxine. Donc, il relève, correspond qu'à des indications très particulières. Donc, c'est vraiment le sepsis tout au début, le bacille gram-, avec LPS. Donc, ils sont saturables quelle est leur durée de vie? Je ne saurais pas te répondre. La seule expérience pratique que j'ai, c'est avec l'Oxiris, qui cumule en même temps une filtration, donc la durée de vie est plus longue. J'utilise comme un filtre normal, entre guillemets, un filtre d'infiltration. Les fabricants parlent d'une durée d'utilisation de 24 heures, en général, pas plus. Jean-Michel, il y a des questions des gens qui nous regardent. Une question d'ordre plus général, tu avais abordé ça un peu au début de ton exposé. Est-ce que tu recommanderais, ou par rapport à ce que tu as lu ou ce que tu as fait, dans les coqueluches malignes, qui ont des profils assez particuliers, on peut utiliser les Lecaphérèse, mais quid de l'utilisation de ces filtres-là? La coqueluche maligne, on va tomber sur des enfants de petit poids. Donc non, je ne recommanderais pas, vu la taille des filtres actuellement. Après, s'il est déjà en ECMO… S'il était déjà en ECMO, par exemple. Oui. Dans une situation désespérée, on peut toujours essayer, mais voilà. Oui, je suis assez d'accord. Oui. L'autre approche, qui est là plus générale et plus pratique, si vous avez un gamin sous ECMO avec une hémodialyse véno-veineuse continue, est-ce que, dans un contexte bien particulier, vous rajouteriez ce filtre de manière systématique? Selon l'âge de l'enfant, si c'est un enfant, je dirais calculer son poids de façon à ne pas avoir un volume extracorporel trop fort, mais oui, je pense que ça peut être utilisé. Par exemple, je pense qu'on peut l'utiliser assez facilement. On fait déjà, nous, des hémofiltrations sur ECMO. Le fait de changer le filtre classique pour un filtre Osiris, ça ne pose pas de problème, sauf en termes de volume. Donc, ce serait que pour des enfants ayant un volume extracorporel, un volume sanguin, pardon, suffisant pour mettre en balance par rapport à tout le circuit extracorporel. Mais oui, pourquoi pas. Il y avait un aspect que je ne connaissais pas et que je trouve extrêmement intéressant par rapport à l'hémoglobine libre et la réduction. Certes, c'était sur une population de chirurgie cardiaque, mais sur des ECMO dans des indications beaucoup plus longues, de plusieurs jours, on voit bien que cette hémoglobine peut être un problème. Est-ce qu'une approche qui consisterait à utiliser ce type de filtre pour réduire la morbidité secondaire à cette libération d'hémoglobine libre serait intéressante à ton sens? J'avais regardé déjà dans le cadre d'une hémofiltration simple et la publication où ils utilisent l'hémofiltration classique par une CEC, le résultat était plutôt non, parce qu'il y avait plus d'hémoglobine libre quand on rajoutait une hémofiltration sur une ECMO. Okay. Par contre, dans le cas du cytosorbe, là, je ne sais pas, chez les adultes, ça marche. Mais en fait, ça marche, mais ça prévient juste une augmentation. Donc, est-ce que ça permettra une réduction? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Je sais pas, parmi nos participants, est-ce qu'il y a certaines questions ou des remarques? Mirella? Mais je pense qu'on va peut-être avoir la question avec Mehdi. Est-ce que le fabricant du cytosorbe recommande un ajustement des doses d'antibiotiques et de combien, vu qu'il y a une absorption également des antibiotiques sur… Tous les filtres adsorbants absorbent des antibiotiques. Après, oui, ils protègent. Je veux dire, oui, il faut les doser pour soit d'être efficace. Bon, mais très bien. Je pense qu'on arrive au bout de cette deuxième partie pour rentrer sur la troisième et la présentation de Mehdi Wala.
qui est PH en réanimation pédiatrique médico-chirurgicale et qui va nous apporter son expertise sur les principes de pharmacocinétique sous ECMO. Mehdi, on t'écoute avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Merci Laurent, merci Philippe et merci à tous de m'associer à cette belle rencontre et ces beaux topos. Merci aux deux topos précédents, c'était vraiment très très bien. Alors, expertise, oui et non, c'est plutôt effectivement un intérêt pour la pharmacocinétique. Et donc, je vais vous parler des principes pharmacocinétiques sous ECMO. Alors, le topo risque d'être un peu technique parce que ce sont des principes, donc on va parler des principes, mais également des conséquences de l'ECMO sur la pharmacocinétique des médicaments les plus souvent utilisés dans ce contexte. Alors, les enjeux de cette présentation, c'est les enfants sous ECMO, en réalité, reçoivent de nombreux traitements. Les principaux, ce sont les anti-infectieux, les sédatifs, les inotropes, les diurétiques. Et les posologies qu'on utilise pour ces traitements, elles sont conventionnelles. Ces patients sont vulnérables et tout écart à une exposition optimale à ces traitements peut être délétère. L'hypothèse, c'est que l'ECMO altère la pharmacocinétique et si on dit que ça altère la pharmacocinétique, on peut faire l'hypothèse que les concentrations résultantes des posologies conventionnelles sont inadéquates, lesquelles peuvent être associées à une inefficacité, voire une toxicité avec un impact clinique, notamment sur le plan infectieux. Et Pierre, lui, donc, nous a bien montré le risque infectieux de ces patients, ou alors thrombose et hémorragie. On sait que c'est un vrai problème pour équilibrer l'anticoagulation. On peut imaginer qu'une mésexposition aux anticoagulants peut être associée à un risque clinique important. Donc les questions sont, quels sont les facteurs liés à l'ECMO qui altèrent la pharmacocinétique et pour quel traitement? Et le corollaire de cette première question, c'est la réponse, mais comment pallier à ce problème et optimiser l'exposition au traitement sous ECMO? Alors, les principes de base, la relation PK-PD, je rappelle, la pharmacocinétique, c'est la discipline qui décrit l'évolution de la concentration en fonction du temps à partir d'une posologie. Et la pharmacodynamie décrit la relation de l'effet à la concentration. Le concept de base de pharmacocinétique, parler de la distribution et de l'élimination, ce sont les paramètres les plus importants qui décrivent le devenir du médicament dans l'organisme. À gauche de l'écran, vous avez une représentation compartimentale de l'évolution ou du devenir du médicament à partir du moment où il est administré. Le médicament se distribue dans un volume qui peut être central et ou périphérique, donc on peut avoir une distribution bicompartimentale. Une fois le médicament distribué, il s'élimine, donc c'est la clairance. La concentration qu'on peut mesurer, elle dépend de ces deux paramètres. La concentration au pic dépend du volume de distribution. Par exemple, amikacine, on peut imaginer que la concentration d'amicacine peut être diminuée si le volume de distribution est élevé. Et la concentration résiduelle dépend de la clairance et de la dose de maintenance. Vous avez ici une représentation d'évolution de la concentration en fonction du temps avec, comme je l'ai dit, le risque d'efficacité, d'inefficacité, voire de toxicité lorsque les concentrations sont inférieures ou supérieures à l'intervalle thérapeutique. Alors, il y a un principe fondamental en PK-PD, c'est la variabilité. Tous les individus sont différents et donc le principe, c'est que lorsqu'on prescrit un médicament avec une posologie identique, même s'il est rapporté au poids, eh bien, la concentration sera différente entre ces deux individus. Cette variabilité, elle est d'autant plus importante chez l'enfant en soins critiques et sous ECMO, car ce type de population cumule les facteurs de variabilité. Le premier des facteurs, c'est les facteurs liés à l'âge pédiatrique, la croissance et la maturation, qui sont des phénomènes qui ne sont pas linéaires. Le deuxième phénomène est celui de l'instabilité de ces patients avec un risque de dysfonction d'organes et de distribution des fluides qui soient différentes. Et enfin, les circuits extracorporels peuvent impacter la concentration du médicament, donc induire non seulement une variabilité, mais une incertitude supplémentaire sur les concentrations résultant de posologie. Alors, ici, vous avez une représentation un peu plus synthétique de ces facteurs de variabilité. Vous avez la variabilité liée au poids, la variabilité liée à l'âge et la variabilité liée aux fonctions d'organes.
Alors, lorsqu'on prescrit un médicament rapporté au poids, on fait l'hypothèse que la variation des paramètres pharmacocinétiques, distribution et élimination, est linéaire avec le poids. Sauf que c'est faux. On sait que la clairance évolue avec le poids avec une puissance de 3/4. Donc l'évolution n'est pas linéaire. C'est une première difficulté à nos prescriptions. L'âge également, on sait que les phénomènes de maturation ne suivent pas une relation linéaire. Par exemple, la fonction rénale qui est immature à la naissance atteint des niveaux de maturation adulte à l'âge de 6 mois à 12 mois, mais cette évolution n'est pas linéaire. Et l'ECMO, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme par exemple la dialyse, est un facteur de variabilité supplémentaire donc, et impacte la PKPD. Alors, il y a des interactions spécifiques, médicaments, patients, ECMO. Ici, vous avez une représentation schématique de ces interactions. Le patient et le médicament, ça dépend effectivement de l'état du patient, de sa situation critique. Le patient, l'ECMO également, il y a une interaction. On sait que l'ECMO peut induire une inflammation systémique et entraîner des édèmes, un certain nombre de fuites capillaires qui peut impacter la distribution. Et aussi, l'ECMO peut induire des modifications de débit des organes, notamment le rein et le foie, qui sont des organes impliqués dans l'opération du médicament. Enfin, l'interaction ECMO-médicament, c'est ce qu'on va essayer de décrire un peu plus en détail. Il y a des phénomènes de dilution qu'on peut évidemment apprécier et anticiper, mais également des phénomènes de séquestration, c'est-à-dire que le circuit lui-même absorbe le médicament et donc diminue la quantité de médicaments circulante et peut induire une diminution de la concentration. Alors, ces interactions patient-ECMO, l'inflammation induit une fuite capillaire, induit des édèmes et donc impacte le volume de distribution, donc augmente le volume de distribution. Pour ce qui est des débits, les débits sont modifiés avec l'ECMO, modification de fonction de l'organe, impacte la clairance du médicament qui peut l'augmenter ou le diminuer, et ce phénomène-là n'est pas prévisible. Ça, c'est une représentation qui synthétise, au fait, qui résume ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous laisserai regarder par la suite si vous le souhaitez. Alors, voilà ce qui se passe. Un patient à gauche, le patient 1 et le patient 2 à droite. Le patient 1 n'a pas d'ECMO, le patient 2 a une ECMO. On prescrit la même dose pour ces deux patients différents. Eh bien, les concentrations qui vont en résulter seront différentes du fait effectivement de cette variable supplémentaire qui est l'ECMO, c'est-à-dire qu'il y a un volume de distribution supplémentaire, il y a également une clairance intercompartimentale qui va faire l'aller-retour entre l'ECMO et le patient, et ce phénomène de séquestration donc, qui peut impacter la concentration du médicament. Alors, il y a eu de nombreux travaux sur l'impact de l'ECMO sur la concentration des médicaments. Les premiers travaux concernent essentiellement l'ECMO péropératoire. Vous avez ici, par exemple, à gauche, l'impact de l'ECMO sur la concentration de la vancomycine. Et on voit très bien que la concentration de la vancomycine chute rapidement après le début de l'ECMO, comparé à un patient qui n'a pas d'ECMO. À droite, ici, vous avez les concentrations de plusieurs patients recevant de la céfazoline en prophylactique en péropératoire. Et vous voyez qu'un certain nombre de patients, au bout d'un certain temps, ce n'est pas immédiat cette fois-ci, eh bien, sont dans des zones critiques, c'est-à-dire des zones où il y a un risque d'infection post-opératoire du fait d'une exposition suboptimale. Les effets attendus sur la distribution, on peut les anticiper. Vous avez ici la représentation schématique de ce que peut être le rapport du volume d'ECMO par rapport au volume du patient. Évidemment, un nouveau-né branché en ECMO a un risque de voir son volume circulant, donc de distribution, augmenter de manière très très importante. Et l'augmentation de ce volume de distribution lié à ce circuit extracorporel va impacter davantage les molécules hydrophiles parce que ces molécules en fait, se distribuent dans le secteur intravasculaire et celles qui ont un petit volume de distribution. Vous avez ici en fait, une illustration de ce que peut impacter la mise en place de l'ECMO sur la concentration d'un médicament et vous voyez que ça peut diminuer sa concentration et donc un risque d'inefficacité. Sur l'élimination, c'est un peu plus compliqué parce que l'impact de l'ECMO sur la fonction rénale est variable. Pour certains patients qui sont en insuffisance circulatoire
pré-ECMO, eh bien, la mise en place de l'ECMO va améliorer la fonction rénale et donc sans doute augmenter la clairance de médicaments dont l'élimination est rénale. A contrario, vous avez certains patients ici qui vont développer une insuffisance rénale au cours du traitement par ECMO du fait des phénomènes inflammatoires que j'ai décrits tout à l'heure. Donc, l'impact de l'ECMO sur l'élimination et notamment la fonction rénale est imprévisible. Un autre impact, c'est le phénomène d'absorption. Et ça, c'est un phénomène qui est vraiment bien décrit pour un certain nombre de médicaments et je vais le détailler tout à l'heure. Alors, l'absorption, c'est la séquestration du médicament sur le circuit qui peut se faire soit dans les tuyaux, en fait, d'ECMO, soit sur les membranes. Et cette absorption-là, elle dépend non seulement du circuit, mais aussi des propriétés du médicament, et notamment son degré de lipophilie, ça s'appelle le log-P, au fait. Plus la molécule est lipophile, plus le risque d'absorption est important. Midazolam, fentanyl, par exemple, sont des molécules très lipophiles, et ces molécules sont à un risque d'absorption bien plus important que, par exemple, la vancomycine, qui est une molécule hydrophile. Ici, c'est l'exemple d'une étude qui a décrit l'évolution de la concentration de la céfotaxine avant et après ECMO. Vous voyez très très bien qu'en fait, la concentration de céfotaxine diminue pendant l'ECMO et remonte après l'arrêt de l'ECMO. Donc, il y a un effet de l'ECMO sur la concentration. Alors, il y a un certain nombre d'études, ce qu'on appelle de pharmacocinétique de population, qui non seulement décrivent les concentrations qui résultent des posologies, mais construisent des modèles de prédiction, d'estimation des paramètres, de prédiction de concentration. Et ce qui sort de toutes ces études, c'est que clairement, le volume de distribution de ces médicaments utilisés sous ECMO est augmenté, quelle que soit la molécule, morphine, hypnovel ou antibiotique, alors que l'effet sur la clairance est variable en fait, en fonction des molécules. Alors, Mirella, qui nous modère aujourd'hui, fait un travail sur l'utilisation de la céfazoline en PEROP, de chirurgie cardiaque sous CEC. Et on est en train de finaliser le modèle de pharmacocinétique de population. Et sans doute qu'on va pouvoir montrer un impact de la durée du bypass sur la clairance, c'est-à-dire que plus l'ECMO dure pendant l'intervention, plus la clairance est basse. Donc sans doute peut-être qu'il y a un effet sur la fonction rénale à ce moment-là, et ça concerne la céfazoline. Donc la céfazoline, la demi-vie est courte, donc il est tout à fait logique de pouvoir observer ce phénomène. Alors l'absorption, comme je dis, elle est variable selon le circuit. Vous savez très bien qu'il y a une évolution des circuits. Les circuits n'étaient pas cotés, les oxygénateurs étaient de taille, de surface importante, étaient plutôt en silicone. L'évolution des technologies et les avancées permettent aujourd'hui d'avoir un impact moins important de ces circuits sur le médicament, donc moins de séquestration. Et l'absorption est également variable selon la classe. Ici, vous avez une évolution des concentrations contrôle versus circuit de différentes molécules. Vous voyez très très clairement que fentanyl et midazolam, il y a une nette diminution des concentrations qui est très très précoce au bout de la première heure pour le fentanyl, la troisième heure pour le midazolam. Alors que pour les molécules hydrophiles, telles que le méropenem et la vancomycine, vous voyez très bien que l'impact de l'ECMO est relativement faible. Aussi, cette étude-là qui a comparé l'impact de l'ECMO sur la concentration de différents antibiotiques, ici toutes des bêta-lactamines, là aussi, si l'impact est faible, il peut être variable en fonction des molécules. Par exemple, l'imipenem, vous avez une diminution plus importante que méropenem ou céfotaxime. Alors, ce tableau essaie de résumer de cet impact, de ce phénomène de séquestration en pourcentage à différents types d'études. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les études concordent à dire que le fentanyl, par exemple, est très absorbé, ça va de 66 à 100%. Midazolam également, il y a une étude, je pense, qui n'est pas pertinente, donc il y a quand même un niveau d'absorption qui est élevé. La morphine aussi, je ne l'ai pas souligné, mais peut-être un peu moins que le fentanyl, alors que pour les antibiotiques, le taux d'absorption est variable, mais reste globalement inférieur à 50%. Ce n'est pas nul, 50%, mais quand même, c'est moindre que les molécules lipophiles telles que les sédatifs. Cette revue de littérature qui est assez récente, c'est essayer de résumer
l'impact de l'ECMO sur les paramètres pharmacocinétiques, distribution, tolérance, et les suggestions de modification de dose. Alors clairement, pour tout ce qui est analgésique, sédatif, il y a clairement augmentation de volume de distribution et diminution souvent de clairance avec un haut niveau de séquestration quasiment pour tous, sauf pour la morphine. Vous voyez très très bien que la séquestration est moindre, donc ça peut être intéressant d'utiliser davantage la morphine que le fentanyl pour analgésier ces patients. Pour ce qui concerne les anti-infectieux, quand même d'utilisation très fréquente, comme l'a dit Pierre, enfin, du fait du phénomène infectieux, si le volume de distribution est augmenté pour toutes les molécules, eh bien la clairance est variable ou inconnue. Et ce qui est suggéré dans ces suggestions-là, enfin pas des recommandations, mais des conseils, c'est qu'il faut doser, comme l'a dit Pierre-Louis, il faut doser ces médicaments pour adapter la posologie. Alors, comment optimiser la posologie sous ECMO ? On peut ne rien faire et de se dire que peut-être que la cible est atteinte, peut-être qu'elle ne l'est pas, mais on peut faire plus et mieux, c'est-à-dire faire du suivi thérapeutique pharmacologique avec ce qu'on appelle une adaptation bayésienne qui n'est possible que si on a construit préalablement des modèles pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. C'est quoi le modèle PKPD ? Eh bien, c'est de prendre en compte toutes les covariables, dont l'ECMO, dont l'estimation de la clairance et de la distribution, ce qui nous permet de prédire une concentration individualisée. Alors, comment on peut faire ces modèles ? Alors, ça s'appelle pharmacocinétique de population. On prend une population d'intérêt et on fait un certain nombre de dosages, on mesure les concentrations, on poule toutes ces données et on construit un modèle qui va décrire les paramètres moyens de population, clairance et volume, qui va identifier la variabilité interindividuelle et les covariables d'intérêt, lesquelles sont intégrées dans le modèle qui va nous permettre de décrire ici, par exemple, la clairance et le volume de distribution, avec une clairance et un volume de distribution moyen, qu'on multiplie par un facteur lié au poids, l'âge, la fonction d'organe et l'ECMO. Une autre approche plus intéressante et qui sans doute sera, je pense, de plus en plus utilisée dans l'avenir pour tout ce qui est pharmacocinétique et pharmacométrie, c'est la pharmacocinétique basée sur la physiologie. Alors pourquoi cette approche et une méthode est intéressante ? C'est parce qu'elle nous permet de court-circuiter les études in vivo. C'est une intégration mathématique des données qui sont issues des connaissances du médicament, la logique du patient à ce moment-là, les débits régionaux, les volumes hydriques, et ce sont des équations différentielles, et l'impact de l'ECMO attendu, absorption, dilution. Tout ça, ce sont des équations qui vont pouvoir prédire la concentration à partir d'une posologie. Donc ça, c'est quand même une approche intéressante aussi pour les nouvelles molécules pour lesquelles on n'a pas trop de temps pour attendre, on n'a aucune recommandation, et bien on peut utiliser ce procédé pour le faire. Alors en synthèse, pour optimiser la posologie, il faut avoir des connaissances du médicament, les propriétés du médicament, petits poids moléculaires, liaison protéines, lipophilie. Il faut avoir quand même des données des études in vivo et ex vivo, elles existent. Vous voyez quand même les messages sont relativement clairs pour certains médicaments et connaître les covariables d'intérêt, le poids, l'âge et parfois les fonctions d'organes. Alors, l'observation clinique peut servir pour optimiser la posologie. Sédation, analgésie, je pense qu'il est inutile de mesurer les concentrations car on adapte les doses selon l'échelle de douleur et de confort. Donc, il s'agit plutôt de bien évaluer cliniquement la douleur et le confort pour adapter le débit de pouls seringue. Peu importe qu'il ait 200 ou 350 ou 400 gamma-kilo, je pense que c'est l'ajustement en fonction de l'effet à partir du moment où toute variation du débit est associée à une modification de l'effet. Tant qu'il y a une modification d'effet, c'est qu'on n'est pas dans les intervalles thérapeutiques optimaux. L'observation cinétique, c'est adapter la posologie en fonction de la concentration, le suivi thérapeutique, méthode empirique, j'ai une concentration qui est basse, j'augmente de 20 ou 30%, par exemple l'avant-co, on augmente le débit de 20% parce qu'on pense que ça va augmenter la concentration. Certes, c'est vrai, mais parfois de manière incertaine. L'approche bayésienne est beaucoup plus sûre, c'est-à-dire qu'on prend en compte les paramètres du patient et le modèle pharmacocinétique préalablement construit, et on ajuste la posologie pour un intervalle thérapeutique prédéfini. Alors, que retenir de ce topo? C'est que clairement, l'ECMO modifie la pharmacocinétique des médicaments chez l'enfant en augmentant donc la variabilité et l'incertitude d'atteindre la salle. Donc, c'est un problème. Alors, cet impact sur de l'ECMO, il est variable selon le médicament, le circuit et l'état du patient.
il y a clairement une augmentation du volume de distribution et l'impact est non prédictible sur l'élimination. Les posologies actuelles ne sont pas optimales pour tous les enfants sous ECMO. Il y a un risque d'exposition davantage subthérapeutique que suprathérapeutique. Alors, il y a l'apport de la modélisation. Je vous ai parlé des pharmacocinétiques de population et de la pharmacocinétique basée sur la physiologie. Mais aussi, en attendant ces modèles, on peut faire du suivi thérapeutique et ajustement de doses individuelles empiriques ou bayésiens selon ce que l'on possède comme modèle. N'oublions pas les effets observables qui sont un bon moyen d'adapter la posologie et d'utiliser le bayésien pour les médicaments dont l'observation est décalée, voire absente. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Très complet. Moi, j'ai une question par rapport au priming du circuit de l'ECMO, car selon l'âge de l'enfant, on a un priming plutôt basé sur 100 PSC ou chez les plus grands, probablement un priming cristalloïde, voire avec de l'albumine. J'imagine que tout ça, ça doit aussi beaucoup jouer sur la pharmacocinétique des antibiotiques notamment. Oui, complètement. Chez les plus petits, il est clair que le volume supplémentaire extracorporel impacte davantage le volume total et le volume de distribution du médicament. Je pense que lorsqu'on met en place un circuit et qu'il y a des médicaments qui sont en cours, tels que les sédations, on peut anticiper l'effet de l'ECMO sur la sédation analgésie. Je pense qu'on peut augmenter, il faut faire un bonus supplémentaire parce que l'augmentation rapide du volume de distribution va impacter le pic. Donc, si on dit pic, on dit bolus. Donc, je pense que pour tous ces patients qu'on met sous ECMO, qui sont déjà, par exemple, sous midazolam ou morphine ou fentanyl, eh bien, un bolus supplémentaire de ces deux médicaments à la mise en place de l'ECMO est, je pense, très, très utile et aussi augmenter par la suite le débit de ces deux traitements. Pardon. Plus l'enfant est petit... Pardon ? Il y a Pierre Beaubrun qui pose une question, qui veut savoir si l'absorption sur le circuit est un phénomène saturable, auquel cas il faudrait qu'il y ait un bolus au départ en ECMO pour saturer les cycles de liaison. Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a un phénomène de saturation pour les médicaments dont l'absorption est importante. Ça dépend aussi des médicaments. Si le niveau d'absorption de base est faible, il n'y a pas de phénomène de saturation parce que le phénomène est de faible niveau. Ce qu'on voit quand même sur les études, c'est que l'absorption est très précoce. Et cette absorption est précoce, et donc on peut imaginer qu'elle est atteinte saturation parce qu'après, on n'observe plus d'effet. C'est-à-dire que ce sont les premières heures, et après, on ne voit plus d'effet d'absorption dans les heures suivantes. Donc, on peut imaginer que le phénomène de saturation est possible. Donc, il n'y a pas de... Parce que je lis en même temps la question, le phénomène d'absorption n'est pas continu, il est précoce. Il y a même des phénomènes de désorption après, c'est qu'on peut imaginer que les médicaments, en fait, de nouveau, il y a une libération des médicaments dans la circulation. Donc, voilà. Donc, le bolus, pour l'héparine, hein, c'est ça la question, si j'ai bien compris. Hein, Mirella ? Je ne sais pas, pour Pierre, est-ce que la question concerne l'héparine? Oui, tu peux intervenir, Pierre. Pierre, pose ta question plus clairement. Oui, pardon, c'était une question dans l'ordre général. Effectivement, je pensais à l'héparine et je pensais, on a des pratiques par exemple, de refaire un bolus de sulfentanyl quand on part en CEC pour éviter que le patient se retrouve en sevrage brusque ou lorsqu'on fait des changements de circuit. Même si je ne crois pas avoir jamais observé de sevrage à l'occasion d'un changement de circuit, mais c'est des pratiques qu'on a. Je voulais savoir si c'était, il y avait un petit rationnel. Voilà. Oui, complètement. Il y a le rationnel. Il y a clairement, il y a deux phénomènes à la mise en place du circuit pour le médicament, pour ce type de traitement, fentanyl. Il y a le phénomène d'augmentation du volume de distribution qui est net et le phénomène de séquestration. Donc, il y a quand même double raison, non seulement de faire un bolus, mais d'augmenter ensuite la dose en continu. Est-ce que le phénomène d'absorption sur le circuit dépend de la qualité du priming? Notamment, je reviens à ma question, priming sanguin ou priming cristalloïde. Est-ce que l'absorption purement sur le circuit en dépend? Oui,
Oui, complètement, parce qu'il y a des études ex vivo qui se sont faites avec sérum physiologique versus sang vieilli, et clairement, il y a plus d'absorption quand le circuit est primé avec du sang. Une question de Pierre-Louis sur le timing des dosages d'antibiotiques. Mehdi, si jamais même si c'est toujours compliqué, mais sur l'antibiothérapie, quelles sont les recommandations que tu pourrais dicter en termes de timing et de mode d'administration? Alors, pour le timing, ça dépend si on a des modèles qui existent ou pas. Lorsqu'on a un modèle pharmacocinétique, on peut faire une mesure de concentration très tôt. Et c'est l'approche bayésienne, c'est-à-dire qu'en fonction de la concentration, le modèle va nous dire quelle sera la concentration à l'état d'équilibre. Donc ça, on peut le faire dès le premier jour, et comme ça, on récupère assez vite. En absence de modèle, on est obligé d'attendre l'équilibre, donc les 5 demi-vies, pour juger de la concentration, qu'elle soit optimale ou non optimale. Donc pour ce qui concerne les antibiotiques, quand même les médicaments qu'on dose plus facilement, la demi-vie de la majorité des antibiotiques est relativement courte, de 3 à 12 heures. Donc voilà, vous avez la réponse. Donc entre 12 et 48 heures pour doser l'antibiotique. Comment les gens peuvent avoir accès à ce modèle bayésien s'ils ne l'ont pas sous la main comme nous? Alors, avant de mettre en place un modèle bayésien au lit du patient, il y a plusieurs étapes. Donc, la première, c'est la construction d'un modèle. Le deuxième, c'est de le valider sur un plan pharmacologique, c'est-à-dire que vérifier qu'en appliquant, que les concentrations prédites par le modèle sont bien réelles. Donc là, c'est un travail qu'on doit faire, même nous, dans le service. On applique le bayésien, mais ce sont les pharmacologues qui utilisent ce logiciel. Et une fois validé, on pourra, nous et d'autres, avoir accès, parce que ça se fait avec des logiciels très très simples. AirShiny, par exemple, c'est un logiciel qui permet d'intégrer des équations et d'utiliser au lit du patient. Donc c'est un petit peu ce qu'on pense faire, c'est bientôt, une fois qu'on aura validé tout ça, eh bien, avoir un accès en ligne à un ajustement thérapeutique au lit du patient. Mais avant ça, il faut quand même des étapes de validation parce que c'est un changement de pratique qui est important. Mehdi, sur les antibiotiques, tu nous as bien montré, tu as bien expliqué qu'il y avait beaucoup de choses qui perturbaient la pharmacocinétique et la pharmacodynamique chez ces patients. Quel qu'il y ait un modèle ou pas, est-ce que tu penses que ça a un intérêt de faire un dosage systématique au cours du traitement antibiotique? Parce que même si à un moment donné,